Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité. Après 60 ans de carrière, il croit au cinéma comme on croit en Dieu. Un artiste passionné qui trouve raison à toute chose et pour la liberté. Il est l'un des grands réalisateurs français, un des plus grands producteurs, scénaristes et cadreurs, metteurs en scène. De la spontanéité distinguée d'une Palme d'Or à Cannes, de 2 Oscars à Hollywood, d'un Golden Globes, il a contribué à propulser le cinéma français avec 50 films au compteur, notamment L'aventure c'est l'aventure, Un homme et une femme ou encore L'amour c'est mieux que la vie qui devrait voir une suite prochainement. Vous l'avez donc compris, Claude Lelouch vient nous parler du ciné-concert symphonique qu'il organise en hommage à ses œuvres le 14 novembre à 20h au Palais des Congrès et également de la sortie le 17 novembre prochain d'un coffret anthologie Claude Lelouch 60 ans de cinéma. De quoi donc faire un bilan de sa carrière jusqu'ici, mais pas que, avec les thèmes qui lui sont chers et qui font la vie. Restez donc avec nous sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Claude Lelouch. Bonjour. C'est un bonheur de vous avoir en face de moi parce que j'ai beaucoup de tendresse pour vous. Je vous ai croisé il y a quelques années, je vous l'ai dit en off, et je sais que vous avez été très bienveillant avec une tendresse alors que l'on ne se connaissait pas et vous m'avez pincé la joue, je crois même que vous m'avez embrassé l'autre joue. Oh là là, j'espère que vous n'allez pas porter plainte. Absolument pas, c'est pas du tout mon genre. Mais je comprends alors que beaucoup de gens vous aiment tendrement et on va le voir dans le courant de cette émission. Mais d'abord, puisque chaque début a une importance, Claude Lelouch, je pense que vous le savez mieux que moi, on va démarrer par le début, si vous le voulez bien. Eh bien écoutez, comme ça va simplifier les choses. Alors entrons dans le Judas de votre vie, Claude Lelouch. Vous êtes né le 30 octobre 1937 à Paris 9e. Vous êtes le fils de Simon Lelouch, ce qui nous fait un point commun. Confectionneur, originaire d'Alger, et d'Eugénie Abélard, originaire d'Ifs, pas loin je crois de Deauville dans le Calvados. Elle était brodeuse convertie par amour pour votre papa, qui vous a sûrement appris à tricoter avec les joies et les concessions de la vie. Vous voulez bien nous raconter leur histoire, Claude Lelouch ? Eh bien écoutez, ils se sont rencontrés comme dans un film de Claude Lelouch. Il a repéré ma mère dans le métro. Il l'a suivie ensuite sur les grands boulevards et comme elle voulait échapper à ce dragueur, elle est rentrée dans un cinéma dans lequel il y avait un film avec Fred Astaire et Ginger Rogers qui était top up. Et donc il s'est assis à côté d'elle et puis ils ont commencé à parler, voilà, et ils ne savaient pas que 30 ans plus tard, c'est Fred Astaire et Ginger Rogers qui me remettraient l'Oscar. C'est incroyable ce que vous êtes en train de nous dire, Claude Lelouch. Vous voyez, je ne le savais pas du tout en recherchant un peu dans votre biographie. Je connaissais l'histoire un peu plus compliquée, dirons-nous, puisque vos parents, en effet, se rencontrent, ils tombent amoureux, mais finalement, la guerre arrive très vite. Vous naissez d'ailleurs en 1937, donc 2 ans après, vous êtes tout petit quand cela éclate. Racontez-nous cela. Eh bien, écoutez, j'ai eu la chance, j'ai bien la chance de connaître la guerre, l'après-guerre, parce que ça permet de relativiser les choses, quoique. Et c'est vrai que quand on a connu la guerre, tout le reste nous semble doux. Si vous voulez, moi j'ai connu une période où les gens pleuraient, maintenant ils pleurnichent. J'ai connu une époque où on riait, maintenant on ricane. Voilà. Donc si vous voulez, dans cette période, à un moment donné, par un jeu de circonstances incroyable, mon père et ma mère ont été séparés pendant 2 ans. Car elle a voulu assister à l'accouchement de sa sœur qui était à Nice. Donc on est revenu d'Alger pour 3 jours. Or, pendant ces 3 jours, les Américains ont débarqué en Afrique du Nord et je ne pouvais plus retrouver mon père. Toutes les communications entre la France et l'Algérie étaient coupées. Et donc, comme on était parti pour 3 jours, on s'est retrouvés comme ça, à la merci des uns, des autres. On ne savait pas trop comment faire. Ma mère a tout essayé pour retourner en Algérie et un de ses amis, une relation qu'on avait, nous a donné le conseil d'aller voir un certain Mazoui à Paris qui avait des relations et qui pourrait peut-être nous permettre de revenir en Algérie. Il se trouve que ce Mazoui était un des grands patrons de la Gestapo. Et ma mère, naïvement, lui a tout dit. Voilà, je suis marié à un juif, etc. Je me suis converti au judaïsme. Je me suis séparé de mon mari. Le gars lui a dit, mais écoutez, c'est pas grave. Dans une dizaine de jours, on vous fera déposer en Algérie avec un petit avion. Mais entre-temps, vous allez apprendre à vous servir d'un poste émetteur et vous nous direz tout ce qui se passe là-bas. Évidemment, elle a pris conscience d'un seul coup qu'elle allait qu'elle allait trahir la France.
Et dans la nuit, comme elle n'a pas eu envie d'aller apprendre à se servir d'un poste émetteur, on a fui. On est parti et donc pendant 2 ans, on a été recherché par la Gestapo. Donc on est allé, on se cachait à droite à gauche chez des amis, de la famille, voilà. Et comme j'étais insupportable parce que j'étais très petit et insupportable, n'ayons pas peur des mots, elle avait trouvé que le seul endroit où j'étais tranquille et calme, c'était au cinéma. Donc, elle me cachait dans les salles de cinéma. Donc, j'ai passé toute l'occupation à être caché dans des salles de cinéma. Elle me confiait à des ouvreuses. Et ça restera la plus belle période de ma vie, parce que j'étais tous les jours au cinéma. Et je me suis dit, mais c'est formidable, parce que les gens qui sont sur cet écran, c'est les mêmes que ceux qui sont dans la rue, mais en plus beau, en plus réussi, en plus intelligent, en plus rigolo, voilà. Et donc je me suis dit, ben voilà, et quand la guerre a été terminée, j'ai eu envie de continuer à fréquenter ce cinéma. Ces gens un peu plus réussis que les autres, voilà. Et donc c'est comme ça que le cinéma a commencé peut-être par me sauver la vie. Vos parents se rencontrent finalement au cinéma et vous grandissez dans les salles obscures. Qu'est-ce que vous avez appris de vos parents, Claude Lelouch ? L'essentiel parce que j'avais un père incroyablement lucide. Il avait son certificat d'études, mais il savait autant de choses que quelqu'un qui aurait fait plusieurs thèses. Il avait un 6e sens qui lui permettait de sentir ce qui allait se passer. Je pense qu'il a en partie sauvé notre famille du pire, en nous disant il faut aujourd'hui choisir entre notre vie et notre capital. Voilà, moi je choisis la vie. Voilà, et donc toute notre famille a été plus ou moins épargnée grâce à mon père qui a dit à ses frères et sœurs partons, abandonnons tout. Si on veut sauver notre vie, il faut abandonner tout le reste. Voilà, ceux qui voudront sauver ce qu'ils ont risqueront de laisser leur vie. Donc il a donné un conseil formidable. Il a sauvé un peu la famille, voilà. Et puis, au fur et à mesure que je grandissais, et que j'étais très mauvais à l'école, et que je ne pensais qu'à aller au cinéma, il m'a dit des petites phrases qui sont rentrées dans ma tête le jour où j'avais envie de les entendre. Et ces petites phrases ont rythmé ma vie, quelque part, voilà. Et je pense qu'il m'a appris l'essentiel. Et puis surtout, quand il a vu que mes études étaient une catastrophe, et que je ne pensais qu'au cinéma, il a dit, s'il rate son bac, j'achète une caméra et qu'il se démerde. Et là, c'est bien la preuve qu'il avait tout compris. Et c'est le plus beau cadeau, je crois, de votre vie. Ça a été le plus beau cadeau de ma vie, car le jour où j'ai raté mon bac, il m'a offert cette caméra 16 mm, que j'ai toujours, et avec laquelle j'ai fait le tour du monde. Et c'est comme ça que vous démarrez. Le cinéma et moi, on a fait un beau voyage. Un joli voyage. Votre père vous offre donc cette caméra. Et puis, vous démarrez en tant que caméraman d'actualité, appelé plus communément aujourd'hui JRI, journaliste reporter d'images. À ce moment-là, voilà, vous faites, je crois, quelques documentaires, quelques reportages pour l'armée à un moment donné. Et puis, vous rentrez de Moscou, puisque vous partez en URSS, encore sous le choc de quand passent les cigognes. Vous êtes appelé à effectuer votre service militaire. Et grâce à ce reportage tourné en Russie. Vous êtes affecté au service cinématographique des armées. Vous réalisez donc, je l'ai dit, c'est 7 films. Et puis, ce tournage, tourné en URSS, vous permet de gagner assez d'argent pour créer votre société de production. Vous lancez, comme on adore ses débuts, à l'âge de 23 ans, en 1960, avec un premier long métrage qui s'appelle Le propre de l'homme. La critique est catastrophique, le souvenir impérissable, mais la volonté de poursuivre intarissable. Claude Lelouch. Oui, parce qu'à un moment donné, c'est bien des fois de croire en Dieu et dans des tas de choses, mais c'est bien de croire en soi. Et j'avais l'intime conviction que le cinéma et moi, on était faits l'un pour l'autre. Donc je vois pas, c'était comme dans une histoire d'amour, si on vous dit, mais tu sais, je connais ta fiancée, elle a un passé et je veux rien savoir. Vous voyez ce que je savais que le cinéma et moi, on allait vivre une grande histoire. Et les histoires d'amour, il faut jamais les refuser. Quand quelqu'un vous dit « je t'aime », il faut en tenir compte. Et donc, vous partagez cet amour du cinéma et je crois qu'il vous le rend bien. Claude Lelouch, vous remontez alors la pente dans la continuité de votre histoire de vie en réalisant des clips appelés des scopitones, je crois à l'époque. Vous mettez en image une centaine de chansons,
parmi les plus populaires de l'époque, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Jeanne Moreau, Claude Nougaro, Dalida, Claude François, Sheila, avec notamment le clip de L'école est finie, mais pas seulement. Et on va y revenir longuement en deuxième partie d'émission avec Jérôme Goulon. Mais c'est là que vous réalisez l'importance et la force de la musique dans un film. Oui, très vite. Très vite, j'ai compris que la musique était un langage universel, que si Dieu nous parlait de temps en temps, ça serait par l'intermédiaire de la musique. La musique, c'est ce qui parle le mieux à notre part d'irrationnel, à notre inconscient. Vous savez, il y a une dualité chez chacun d'entre nous, il y a la part de rationnel. Toutes les écoles développent notre part de rationnel, et puis il n'y a pas une école au monde qui développe notre part d'irrationnel. Notre inconscient, c'est-à-dire cette part d'éternité, je veux dire, qu'est-ce qui nous dit notre inconscient? Qu'on est là pour toujours, qu'on est immortel. Et notre rationnel, qu'est-ce qu'il nous dit? Le contraire. Il nous dit qu'on est là pour un certain temps et que bientôt on va avoir droit au grand départ. Vous savez, Alphonse Allais disait il ne faut pas se prendre au sérieux car la seule certitude qu'on a, c'est qu'il n'y aura pas de survivants. C'est ça, voilà. C'est la seule certitude qu'on a et qu'on en revient pas vivant. Voilà. Mais la musique nous dit le contraire. Quand je vais pas bien, quand j'ai un petit coup de blues, la première chose, le premier médicament que je prends, c'est la musique. Quelque chose me dit que la musique, c'est notre chair de poule. Oui, c'est mieux que l'intelligence. Parce que l'intelligence, elle nous fait peur. Elle nous montre tout. Elle est l'avocat du diable, finalement, alors que la musique, c'est l'avocat du divin. Voilà. Et donc, c'est cette dualité que j'ai essayé avec laquelle j'ai jonglé. Et au fur et à mesure que les années ont passé, j'ai plus été du côté de l'irrationnel que du rationnel. Je veux dire que j'ai fait 50 films, je les ai presque fait à pile ou face. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire que j'ai laissé les ricochets de la vie décider les sujets que j'allais aborder. Un matin, une histoire, une idée vous arrive dans la tête et puis elle sort plus de votre tête. Des rencontres aussi peut-être, Claude Lelouch, avec des gens. Bah oui, mais la vie c'est l'art des rencontres. J'ai dit bien, c'est l'art des rencontres. Et puis la contrainte sollicite l'imagination. Je veux dire que tout ce que j'ai réussi, je l'ai d'abord raté. J'ai très vite compris que tout ce qui faisait mal, à un moment donné, faisait du bien. C'est pour ça que je suis positif. Parce que je sais que toutes les grandes catastrophes de l'humanité ont permis de faire des progrès, de faire avancer le monde. Donc, comme le positif l'emporte toujours sur le négatif, vous avez en face de vous quelqu'un qui est positif. Et vous le dites dans un film, un très beau film, Un homme et une femme, plus le malheur est grand, plus il est important de vivre, plus il est grand de vivre. Claude Lelouch, musique, vous nous en parlez beaucoup de rapports avec le divin. Quel rapport vous avez avec Dieu aujourd'hui? Je le connais de mieux en mieux. Il a mis du temps, il lui a fallu, ou à moi, il nous a fallu une vie à tous les deux pour devenir amis, copains, s'apprécier. Je pense qu'il faut une vie entière pour croire en Dieu. Et puis, il m'a confronté à tellement de miracles que je serais bien ingrat de ne pas y croire. Voilà. Alors Dieu, c'est plus qu'une énigme, c'est plus qu'un grand secret, c'est le monde du rêve. Je veux dire que quand on rêve, quelque part, et comme on ne meurt jamais d'une overdose de rêve, j'en ai fait mon métier. Voilà. Donc, mais Dieu vous oblige à rêver. Il vous oblige à prendre des risques énormes avec votre imagination, puisque en permanence, il fait des tours de magie et il n'a pas le temps de vous les expliquer. Claude Lelouch, on sent que vous avez énormément la foi, puisque Dieu est impalpable, évidemment, et vous croyez à certaines choses que j'aimerais beaucoup développer, mais cette émission ne suffirait pas. Vous mettez aujourd'hui la musique à l'honneur pour vos 85 ans dans votre ciné-concert symphonique. Le 14 novembre à 20h, vous allez voir où je veux en venir, au Palais des Congrès, pour revisiter vos 50 films. Claude Lelouch, c'est un hommage aux gens que vous avez aimés. Vous avez notamment déclaré que ces gens que vous avez aimés, ils auraient mérité l'éternité. Cette éternité, justement, c'est important de souligner que vous avez la sensation que ces gens qui vous ont accompagné au long de votre carrière, que cela soit Bernard Tapie que vous avez accompagné aussi, ou encore Johnny Hallyday, des gens que vous aimez, sont encore un peu présents avec vous aujourd'hui. Je pense même qu'ils vous aident à poursuivre dans cette volonté de faire cela. Et votre papa, qui est une personne qui a été très importante pour vous, on l'a entendu au démarrage de cette émission, vous parle. Il vous dit quoi? Écoutez, encore une fois, l'éternité, c'est pour ça que j'aime le cinéma. Le cinéma, il filme l'éternité. Il filme le présent,
qui ensuite se transforment en éternité. Jean Gabin, Michel Morgan, Belmondo, Tapi, Johnny Hallyday sont parmi nous. Et à ce concert, ils vont être sur l'écran. Ils vont être en très gros plan, en très grand, sur un écran géant. Et on va les faire revivre. On va les faire revivre parce que le cinéma fait qu'à un moment donné, ils sont là pour toujours. Ils sont là pour toujours. Donc on va faire la fête avec tous ceux qui sont plus là. Et puis, il y aura les survivants, dont je fais partie, et quelques-uns qui sont encore là et qui seront dans la salle. Donc ça va être une grande fête entre les anciens et puis les résistants, ceux qui font de la résistance, voilà. Alors, qu'est-ce qui nous attend concrètement, Claude Lelouch? Il y aura sur écran géant tous les films de votre carrière, des films que vous avez choisis. Il va y avoir un montage des 50 films avec le Grand Orchestre de Prague, 80 musiciens, qui vont accompagner en musique toute la partie musicale de mes films. C'est-à-dire que c'est un film sans parole. On va revoir toutes les scènes de mes films qui peuvent se passer de parole, voilà, et qui... pour le public, va permettre au public de faire des flashbacks dans sa propre vie, puisque j'ai accompagné pendant 60 ans plusieurs générations. Donc il y a des souvenirs. Je pense que chaque spectateur va pouvoir se projeter son propre film sur les années qu'il a vécues, les amours que chacun d'entre nous a pu avoir, puisque dans mes films, je parle quoi ? Je parle d'amour, d'amitié et de l'argent qui fout le bordel dans tout ça. Voilà. De la vie. Voilà. De la vie, Claude Lelouch. Je voudrais mettre un petit coup de projecteur sur... alors, j'ai peur de mal le prononcer, sur la personne qui est derrière cet orchestre philharmonique, Vahan Mardi-Rossian, c'est bien comme ça. C'est un virtuose, un jeune prodige. Pourquoi vous l'avez choisi ? C'est presque lui qui m'a choisi. C'est cet orchestre qui est venu vers moi en me disant, voilà, on adorerait jouer les musiques de vos films, parce que c'est plus que des musiques, ce sont des personnages qui jouent un rôle important. Voilà, donc j'ai trouvé l'idée très bonne. Voilà, et à partir de cette idée, bien, on l'a arrosé tous les jours, vous voyez, comme une plante. Et je pense que le spectacle va être superbe. Voilà, c'est pour ça que j'espère que tous ceux qui aiment la musique, ceux qui aiment mes films, seront là au Palais des Congrès le 14 novembre. Vous préparez aussi la suite de votre trilogie « L'amour, c'est mieux que la vie », dont le premier volet est sorti l'année dernière. Vous allez ressusciter Gérard Darmon ou pas ? Oui. Enfin, le ressusciter à ma façon. Ma façon, voilà, je veux dire. Mais je pense effectivement que mon père, qui est parti il y a très très longtemps, vient souvent me dire bonjour. Ma mère aussi, je veux dire que les gens qui m'aiment très très fort viennent. Les rêves, c'est pas innocent, c'est pas rien les rêves. Il y a des messages. Oui, c'est très très important. C'est comme s'ils frappaient à la porte comme ça et qu'ils avaient des permissions pour venir vous dire bonjour. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais les rêves, il faut les prendre très très au sérieux. À la musique, est-ce qu'il y aura des surprises, Claude Lelouch ? Il paraît. Il paraît, comme ce sont des surprises qu'on veut me faire à moi, je ne peux pas vous les faire en avant-première, mais je sens qu'il va y avoir quelques copains et quelques copines qui vont avoir envie de me faire un clin d'œil ce soir-là. Parmi les copains, il y aura Didier Barbelivien, je crois, peut-être Ibrahim Malouf également, c'est important de le dire. Je crois qu'ils vous accompagneront également sur la suite de la trilogie, donc auprès de vous. Claude Lelouch, d'un film à l'autre, est-ce que vous vous bonifiez ? Bah écoutez, je ne voudrais pas me comparer au pinard, mais c'est vrai que les bons vins, mais à un moment donné, il faut les ouvrir quand même. Il y a un moment, il faut les ouvrir, voilà. Donc j'ai très envie, effectivement, non, vous savez, la vieillesse n'a pas que des inconvénients. Elle n'a pas que des inconvénients, parce que l'expérience, quand même, à un moment donné, vous apprend 2-3 petites choses. On ne vous apprend pas beaucoup de choses, on apprend 2-3 choses dans la vie, mais ces choses qu'on apprend peuvent, à un moment donné, on a envie de les transmettre. Et c'est vrai que j'ai envie aujourd'hui, et grâce à mes ateliers de cinéma à Beaune, de transmettre à des fous de cinéma et des folles de cinéma, car il y a autant de garçons que de filles, j'ai envie de leur transmettre voilà, la force de ce métier, la force d'une caméra. C'est un microscope colossal, c'est un troisième œil absolument incroyable qui filme l'invisible, Et l'invisible, il faut vivre avec, voilà. C'est quoi un bon acteur ou une bonne actrice, Claude Lelouch, pour vous ? C'est quelqu'un qui joue pas. C'est quelqu'un qui ne joue pas, qui, à un moment donné,
donne dans ses yeux toute la force. Vous savez, la seule partie de notre corps qui ne ment pas, c'est les yeux. Là, en ce moment, c'est agréable de parler avec vous parce que je vois vos yeux. Voilà. Et donc, je vois très bien que tout ce que vous êtes en train de dire, vous avez envie de le penser. Voilà. Donc, les yeux ne savent pas mentir. On ne sait pas. Avec la parole, je peux vous raconter ce que je veux, mais pas avec mes yeux. Voilà. Et donc, le cinéma filme sur quoi? Surtout les yeux. C'est la grande différence qu'il y a entre le cinéma et le théâtre. Au cinéma, on voit les yeux des gens. Au théâtre, on a du mal à les voir. J'adore le théâtre, c'est là où j'ai trouvé les meilleurs acteurs du monde. Donc, Mais vous n'en avez jamais fait avec le Lelouch? Non, parce que je ne peux pas filmer les yeux. Et si demain matin je faisais une pièce de théâtre, évidemment, il y aurait des caméras en plus qui permettraient de filmer les yeux des comédiens, puisque les parfums de vérité, la vérité, personne ne la détient, hein, personne. Mais les parfums de vérité existent. Il y a des petits moments dans la vie comme ça où on est sincère. Et donc, j'ai essayé d'être le metteur en scène de la spontanéité. Donc, qu'est-ce que je demande à un acteur? C'est d'être spontané. C'est à mi-chemin, la spontanéité, c'est à mi-chemin entre le mensonge et la vérité. Et d'ailleurs, vous jouez avec vos acteurs. Il nous reste à peu près 3 minutes, Claude Lelouch. Je sais que je ne vais pas avoir le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire, mais j'avais envie de nous arrêter ensemble sur 2 choses. La première, un film, un marqueur dans le temps important pour moi, Claude Lelouch, si vous me le permettez, puisqu'il s'agit surtout d'une femme que vous avez aimée, mais qui vous a et nous a transportés, nous tous, je crois. Ça fait tellement longtemps. Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais à moi, le cinéma français a manqué follement, éperdument, douloureusement. Excusez-moi. Et votre témoignage, votre amour me font penser que peut-être, je le dis bien peut-être, je ne suis pas encore tout à fait morte. Voilà, je voulais absolument mettre cet extrait parce que je crois que c'est le moment le plus vrai, le plus touchant, non seulement dans la vie, mais aussi dans les Césars. En tant qu'actrice, c'est quelqu'un qui vous a énormément touché. Est-ce que vous y repensez souvent à Annie Girardot, qui, je crois, est votre actrice préférée? Oui, enfin, je ne voudrais pas oublier Anouk Aimée, parce que c'est avec elle que tout a commencé. Mais c'est vrai qu'Annie Girardot est sûrement la personne qui m'a bouleversé à un point... Elle nous faisait cadeau de ses cicatrices, de sa vie, de ses souffrances. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a passé sa vie à expérimenter les rôles qu'elle jouait. Elle parlait pas de personnages, elle parlait d'elle tout le temps, voilà. Et non, c'est vrai qu'elle a accompagné ma vie de cinéaste. Et c'était magnifique que, grâce aux Misérables, dans lequel elle a un rôle sublime, elle obtienne ce merveilleux César. Au croyez plus. Claude Lelouch, on va poursuivre cette émission. J'ai envie que l'on parle d'amour dans un instant, si vous le voulez bien, puisque vous êtes le metteur en scène de la spontanéité, mais je crois aussi beaucoup de l'amour. On va y revenir dans cette émission. Que l'on continue ensemble avec donc Claude Lelouch pour votre ciné-concert symphonique le 14 novembre à 20h au Palais des Congrès. La sortie également à rappeler de votre coffret anthologie Claude Lelouch, 60 ans de cinéma le 17 novembre prochain. Dans un instant, on poursuit cette émission également avec nos chroniqueurs qui nous rejoignent pour découvrir les goûts culturels de notre invité. Restez avec nous sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J avec mon invité Claude Lelouch. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 et nous parlons évidemment de votre ciné-concert symphonique d'un film à l'autre qui revisite vos 50 films, Claude, le 14 novembre. Ce sera à 20h au Palais des Congrès. Il y a également la sortie de votre coffret anthologie Claude Lelouch, 60 ans de cinéma. Ce sera pour le 17 novembre prochain. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffret anthologie ? Eh bien, tout ce que j'ai essayé de filmer. Voilà, tout ce que ma curiosité a essayé d'engranger. Vous savez, je suis un homme très très curieux. Je suis une vraie concierge. Tout m'intéresse, tout me passionne. Et surtout le genre humain, avec ses contradictions. Je suis fasciné par le fait que, par le pire et le meilleur que nous sommes capables de dégager. Je veux dire que les héros de mes films ne sont pas des... Pas des gens parfaits. Non, ce sont des gens qui ont les qualités de leurs défauts. Ils sont un peu moins dégueulasses que les autres, disons. Voilà, j'ai envie de les avoir comme copains ou de les prendre dans mes bras, selon les cas. Et donc, ce sont des hommes et des femmes que j'ai eu envie de fréquenter à titre personnel et avec qui j'ai raconté des histoires. Je veux dire que tous les personnages de mes films, je les ai croisés. Les dialogues de mes films, je crois que j'ai dû les entendre quelque part, les retenir d'une certaine façon. Il y a une sorte de bouillabaisse dans ma tête comme ça,
qui fait qu'à un moment donné, je recrache sur la pellicule tout ce que j'ai aimé. J'ai surtout envie de parler des gens que j'ai aimés, car je pense que c'est l'obsession numéro 1 de l'humanité, c'est l'amour. Je veux dire que tout le mal qu'on se donne dans la vie, c'est pour aimer ou être aimé. Voilà. Alors justement, vous nous en parlez, Claude Lelouch, dans vos films, bien sûr, vous filmez beaucoup l'amour, vous nous le dites, un couple qui apprend à s'aimer, à se quitter, en reconstruction, un autre en destruction, une parenthèse parfois, avec pour scénario toujours vos observations de vie. Je me permets de vous dire que je suis assez folle de la suite de l'aventure d'un homme et une femme, qui est le film qui vous a valu tout ce succès au démarrage, surtout du volet Les plus belles années d'une vie, qui est pour moi tout ce que votre qualité, si je puis dire, de sociologue de l'amour au cinéma fait de mieux. Tout en recyclant ces images du passé, vous filmez les retrouvailles entre deux personnes qui se sont peut-être trop aimées pour rester ensemble, avec ce bon recul sur l'amour, sur la vie. Alors aujourd'hui, Claude Lelouch, à 85 ans, qu'avez-vous appris de l'amour et de la vie dans ces grandes histoires d'amour qui doivent jamais durer trop longtemps? Je suis fasciné par tout le mal qu'on se donne pour aller dans le même lit et tout le mal qu'on va se donner encore plus pour ne plus y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça fait partie des contradictions du genre humain. C'est vrai que l'amour, c'est un truc ça peut être une récompense ou une punition. On ne sait pas au départ. Vous voyez? Bon. Et donc c'est fascinant, c'est un jeu extraordinaire, c'est comme aller au casino, voilà. Et donc je suis fasciné parce que à chaque fois que j'ai été un peu plus heureux que d'habitude, c'est parce que j'étais amoureux de quelque chose ou de quelqu'un. Je veux dire que ce qui donne un sens à la vie, c'est quand même ce moment où votre cœur commence à battre, à faire boum boum, comme dirait Charles Trenet, vous voyez ce que je veux dire? Parce que d'un seul coup, on n'est plus dans le rationnel. D'un seul coup, on est encore une fois au contact du divin. C'est ça qui est formidable dans une histoire d'amour. C'est pour ça aussi que ça s'use très vite, que ça brûle comme un feu. Voilà. Donc non, j'aime ça. La femme de ma vie, elles sont plusieurs. Hein. Et donc vous ne croyez pas à l'éternité de l'amour avec une seule personne, ou l'amour est différent à un moment donné? Est-ce que vous croyez, Claude Lelouch, que quand on aime trop, on ne peut pas se contenter du peu, alors que finalement, quand on aime peu, on se contente de tout? Est-ce que c'est comme ça que les mariages durent? C'est très compliqué parce que on est fidèle tant qu'on n'a pas trouvé mieux. Dans tous les domaines, c'est cruel. Mais en même temps, ça nous tire vers le haut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que... Vous savez, l'amour, c'est comme le sport. Il faut être premier dans le cœur de quelqu'un. Voilà, on arrive premier sur 8 milliards, d'un seul coup on est numéro 1. En sport, quand vous êtes deuxième, vous avez droit à une médaille d'argent ou de bronze. En amour, si vous êtes deuxième, vous êtes cocu. Et donc, il faut toujours être au sommet de la pyramide. Et pour être au sommet de la pyramide, ça vous oblige tous les jours à être formidable, exceptionnel. Il faut tous les jours, dans un couple, battre son record. Il faut battre les records. Est-ce que les gens ont besoin de tromper pour aimer ou de se tromper pour aimer? Bon, c'est bien dans tous les sens. Je veux dire que très souvent, c'est quand on va voir ailleurs qu'on apprécie ce qu'il y a à la maison. Vous voyez ce que je veux dire? C'est valable pour tout le monde. Il ne faut pas avoir peur de l'aventure. Il ne faut pas avoir peur d'un sourire. Si quelqu'un vous fait un sourire dans la vie, il faut s'y intéresser. Il faut s'y intéresser d'une façon ou d'une autre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours chercher mieux? Non, il faut être un aventurier. Il faut prendre des risques. Voilà. Alors, on peut effectivement prolonger les histoires d'amour avec le confort. Le confort, c'est très confortable. Il y a des gens qui adorent le confort, qui adorent leur maison, les petits plats, les petits machins, la chaleur. Bon, et ça, c'est pas mal aussi. On peut aussi être amoureux du confort. Et très souvent, dans les histoires d'amour, il y a des histoires confortables. Et puis, chacun de nous est un cas particulier. Et ce cas particulier doit confectionner sa vie en fonction de ses impulsions. Voilà. Et moi, je sais que je suis un instinctif, je suis encore une fois quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher d'être curieux. Il faut que je mette mon nez partout. Tout m'intéresse. Le chaud, le froid, la mer, la campagne, la montagne, les gens intelligents. Je préfère les cons parce qu'ils sont plus photogéniques et avec eux on fait des films formidables. Voilà. Donc si vous voulez, vous avez en face de vous quelqu'un qui s'intéresse à tout, qui s'intéresse à la vie, et comme, paraît-il, on ne vit qu'une fois, j'en profite, encore que je suis intimement convaincu que je suis là pour l'éternité.
pour l'éternité parce qu'on ne vit qu'une fois, mais on n'en est pas tout à fait sûr, Claude Lelouch, qu'on ne vit qu'une fois. Heureusement. Et bien sûr, heureusement. Et alors, Claude, dans cette partie d'émission, on va désormais se diriger vers la culture du moment, si vous le voulez bien, ou même d'avant, selon vos goûts, pour découvrir des choses que vous affectionnez, qui vous ressemblent ou bien qui pourraient même vous plaire. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Et tout de suite, Christophe Barbier nous emmène au théâtre Claude Lelouch pour découvrir une pièce sur les femmes qui pourrait vous intéresser. Cher Claude Lelouch, vous dites dans le journal du dimanche d'hier que les femmes sont des hommes réussis, c'est-à-dire des hommes en mieux. Comme vous avez raison, et Cyrielle en face de vous en est une preuve supplémentaire. D'ailleurs, les femmes peuvent remplacer les hommes, et elles l'ont déjà fait, comme l'illustre la pièce suivante que l'on peut voir au théâtre Rive Gauche. Les filles aux mains jaunes. Cette pièce nous raconte le destin de 4 femmes pendant la guerre 14-18. Les hommes sont à la guerre, alors elles les remplacent dans les usines d'armement. Et si elles ont les mains jaunes, c'est que les explosifs manipulés toute la journée finissent par teindre leurs paumes. Il y a plus grave d'ailleurs. Certaines ouvrières se mettent à tousser, perdent leur force et meurent empoisonnées par la poudre qui doit tuer des boches là-bas, sur le front. L'existence à l'usine n'est d'abord troublée que par l'arrivée des mauvaises nouvelles. Un mari tué ou pire, un mari arrêté et fusillé comme mutin. Mais soudain, un nouveau combat démarre à l'ombre de la guerre. Le combat pour l'égalité homme-femme. À travail égal, salaire égal. L'une des ouvrières est une militante féministe. Elle écrit dans un journal de suffragistes, comme on dit alors. Elle entraîne ses camarades vers la grève. Ce n'est qu'un début. Il faudra aux femmes attendre 1944 pour obtenir le droit de vote. Et aujourd'hui encore, les écarts salariaux sont très importants. Le quatuor d'actrices apporte sa ferveur communicative à cette pièce, tout en émotion et en détermination. Bien sûr, le spectacle n'échappe pas à un certain mélodrame. La guerre est là, le destin de veuve de guerre n'est pas enviable, mais l'écriture est sèche, sobre, moderne. La mise en scène de Johanna Boyer déploie un réalisme sans fioriture. Cela évoque un peu une esthétique qui ferait le pont entre Zola et le surréalisme. Il n'y a pas de pathos ni de lyrisme dans le jeu, seulement les faits, l'exposé des faits, la réalité de l'établi, de la machine-outil, du froid, de la fatigue. Elisabeth Ventura mène cette aventure de comédienne et on approuve autant qu'on applaudit. Oui, cela ferait un beau film pour Claude Lelouch, qui n'hésiterait pas à prolonger le destin des personnages, à suivre leurs filles, leurs petites filles, en passant par mai 68 jusqu'au combat du féminisme d'aujourd'hui. Toute une saga de la conquête des femmes. Chiche, monsieur Lelouch ? Ah, c'est une proposition. Non, mais j'ai beaucoup aimé tout ce que je viens d'entendre. Ça donne très, très envie d'y aller. Donc, je vais peut-être y aller. Voilà, je vais trouver un... Mais ça me plaît beaucoup. Tout ce que je viens d'entendre me plaît beaucoup. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'admiration pour les femmes. C'est elles qui m'ont tout appris. Elles m'ont fait grandir. Voilà, je suis le résultat de leur fréquentation régulière. C'est un point commun que vous avez avec Jean-Paul Antoven qui dit la même chose, qui nous l'a dit en studio il y a quelques mois encore. Merci beaucoup Christophe Barbier. Tout de suite, on va passer à la chronique émotion avec Jérôme Goulon. Radio J, l'émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Claude Lelouch. C'est le moment de la chronique émotion. On va parler d'artistes que vous aimez ou qui vous ont marqué, même si évidemment on ne pourra pas tous les citer. On commence en musique et il y a une coïncidence assez troublante et ça arrive souvent dans cette émission. Nous sommes aujourd'hui le 7 novembre. On poursuit avec un autre musicien que vous adorez, je crois, Claude Lelouch, Jérôme. Oui, il s'agit d'Ibrahim Malouf, le trompettiste franco-libanais. On peut entendre Beyrouth, l'un de ses morceaux les plus populaires. Ibrahim Malouf, un musicien que vous appréciez, Claude Lelouch, et à qui vous avez fait appel pour votre prochain film prévu en 2024. Alors Ibrahim Malouf, dont le parcours sur certains points n'est pas sans rappeler le vôtre, puisque lui aussi a connu les horreurs de la guerre. Nous sommes en 1993, le petit Ibrahim a 13 ans. Alors sa famille habite Paris, elle s'est réfugiée en France, mais il continue de faire des allers-retours. Et donc en 93, il se promène dans les rues de Beyrouth, et là, il est témoin d'un attentat. Choqué de découvrir les cadavres parmi les débris, il allume son Walkman et s'enfuit en écoutant du Led Zeppelin. De là naît son morceau Beyrouth, que l'on peut entendre, même si le grand public ne le découvrira que des années plus tard.
Une fuite qui n'est pas sans rappeler un peu ce que vous avez vécu, Claude Lelouch, puisque durant votre enfance, votre maman vous cachait dans des salles de cinéma pour fuir la Gestapo, ce qui vous a d'ailleurs donné le goût du 7e art. Bref, comment ne pas faire le parallèle entre le petit Ibrahim fuyant un attentat en se réfugiant dans la musique et le petit Claude fuyant la Gestapo dans une salle de cinéma. L'un est devenu un trompettiste de génie, l'autre, vous-même, l'un des plus grands cinéastes français. Et les deux associeront bientôt leur talent dans l'un de vos films, Claude Lelouch, prévu pour 2024. Un merveilleux clin d'œil de la vie et du destin. Et la suite de L'amour, c'est mieux que la vie, une trilogie. On termine en musique avec un autre artiste qui vous est cher, Claude Lelouch. Oui, Johnny Hallyday, un artiste avec qui vous étiez ami et que vous avez suivi toute votre vie, filmé toute votre vie, Claude Lelouch, puisque vous l'avez connu quand il avait 18 ans et que vous l'avez filmé jusqu'à la fin. Alors pour rappel, vous l'aviez rencontré avant qu'il ne devienne une star, puisque vous aviez réalisé le Scopitone, l'idole des jeunes, chanson sortie en 1962. Le Scopitone, on le rappelle, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'ancêtre des clips. Alors vous en avez d'ailleurs fait pour beaucoup de chanteurs, Sylvie Vartan, Jeanne Moreau, Claude Nougaro, Dalida, Claude François ou encore Sheila, vous l'évoquiez en début d'émission. Alors pour en revenir à Johnny, vous avez des mots très forts à son sujet. C'était devenu l'un de vos amis et vous le considériez même presque comme un enfant, puisque vous avez déclaré à son sujet « Jojo, c'est mon premier gamin, je l'ai connu avant mon fils ». Alors vous aviez noué avec lui une réelle complicité et partagiez même une certaine vision de la vie. Sur le tournage de votre film « Salaud, on t'aime », vous disiez tous les deux avoir envie de demander pardon à vos enfants pour vous être tous les deux occupés un petit peu trop de votre carrière au détriment de votre famille. Alors Johnny, un artiste que vous aurez accompagné jusqu'au bout, je le disais tout à l'heure, tout le monde a encore en mémoire cette incroyable séquence devant l'église de la Madeleine où vous filmez les personnalités présentes à son enterrement. Cela vous a valu quelques critiques auxquelles vous avez répondu et j'ai envie de redire cette phrase. « J'ai tellement aimé cet homme que je voulais voir les quelques faux culs qui étaient là ». Des mots de là où il est, qui doivent sans doute le faire beaucoup rire, Johnny. Et qui sont en boîte. Et je crois que vous avez gardé ces images uniquement pour la famille Claude Lelouch. Oui, et puis pour moi, vous savez, je filme tous les jours avec mon portable, avec les caméras que j'ai eu la chance d'avoir toute ma vie. Donc j'ai plein d'images comme ça qui sont mes images à moi et c'est mon album familial pour l'instant. Et je ne sais pas ce que mes enfants en feront. En tous les cas, ces images de Johnny, j'ai demandé à ce qu'elles ne soient jamais diffusées. Et qu'elles soient peut-être sous-scellées chez vous, quelque part. Voilà. On est obligé forcément de finir et bien finir avec du cinéma. Jérôme Goulon, avec un film qui vous a bouleversé, Claude Lelouch. Oui, alors on va faire un flashback. Nous sommes en 1957, vous êtes en URSS et tournez un reportage sur les rues de Moscou, la caméra cachée sous le manteau, puisque vous n'aviez pas le droit de filmer. Et là, vous assistez au tournage du film Quand passent les cigognes, alors je vais essayer de bien le prononcer, de Mikhail Kalatozov. Bravo. Un film qui se déroule durant la Seconde Guerre mondiale et qui raconte l'histoire de Véronica, une femme qui attend le retour de son fiancé, Boris, parti au front, mais qui finit par succomber aux avances du cousin de ce dernier. Un film qui a obtenu la Palme d'Or à Cannes en 1958 et qui vous a donné le goût de la mise en scène. Alors la dernière scène vous a même particulièrement marqué puisque selon vous, c'est tout simplement, selon vos mots, la plus belle scène de l'histoire du cinéma. Alors une scène dans laquelle on voit l'héroïne, Véronica, un bouquet de fleurs à la main, traverser la foule en liesse à la gare, espérant le retour de Boris, mais malheureusement, elle apprend la mort de ce dernier. Au final, dans un élan d'espoir, elle distribue ses fleurs à tous les soldats et les personnes présentes. Et du coup, cette scène bouleversante, elle prouve qu'il est possible à la fois de pleurer et de sourire dans le même plan. C'est ce qui est très touchant dans cette scène. Pleurer et sourire en même temps, toute la magie du cinéma, une magie que vous nous distribuez depuis plus de 60 ans, Claude Lelouch. Je terminerai donc cette chronique par une citation de vous-même, Claude Lelouch. Une chronique qui illustre ses propos puisque vous disiez « On n'a pas trouvé mieux que le cinéma pour rêver ou voyager et comme on ne meurt jamais d'une overdose de rêve, avec le cinéma on met le paquet et assurément le paquet vous l'avez mis, Claude Lelouch, et comme vous le disiez tout à l'heure, pour l'éternité. » Merci. J'ai envie d'applaudir. On va le faire. Merci mille fois, Jérôme Goulon. Merci beaucoup pour cette très jolie chronique, très vraie, je crois bien. Allez, tout de suite, un peu de sourire. C'est le coup de fourchette de Jordi qui vous cuisine sur Radio J. C'est pas drôle.
C'est fin, c'est très fin, ça se mange ça. Je suis du natif. Radio J. Radio J, le coup de fourchette. Et ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, Jordi. Mais oui, ça fait un petit moment, ça fait très très longtemps depuis les fêtes. Trop Après, il y a eu longtemps. Trop Trop Vous m'avez longtemps. manqué. Hein. Eh ben, moi aussi, vous m'avez bien manqué et je sais que cette chronique va être top. Alors on y va, c'est parti. Oh, la pression. Oui, bah en tout cas, voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour Claude Lelouch. Alors avant de commencer, est-ce que je peux vous serrer la main ? Oh, avec plaisir. Les Bien deux, sûr. même. Ah bah c'est gentil, merci. Maman, regarde, j'ai serré la main de Claude Lelouch, là, t'as vu ? Voilà, c'était pour moi, voilà. Alors mes parents vous adorent, mes parents vous aiment, adorent vos films. Mon père me dit à chaque fois, il est génial le dernier Claude Lelouch, il faut que tu vois le dernier Claude Lelouch. Donc, coucou papa, je vois le dernier Claude Lelouch. Il est là, voilà. C'est vrai, oui, tu as raison. Il faut que je le vois, voilà. Je suis très content d'être là. Tout le monde vous connaît chez moi, hein, vraiment. J'ai l'impression que vous êtes un tonton. Vraiment, je vous ai vraiment depuis que je suis petit, on me parle de vos films, on me parle. Je les ai vus, hein, évidemment pas tous, parce que voilà, j'ai une vie aussi. Et puis vous avez tellement fait de films, voilà. En plus, à la sortie du bac, moi j'ai fait une école de cinéma, vous non. Donc vous êtes la preuve par A plus B que j'ai payé 20 000 € trop cher une école de cinéma. Alors, je me souviens qu'une salle de cinéma portait votre nom, une salle de cinéma dans mon école portait votre nom. Moi, si demain une école de cinéma donnait mon nom à une salle, je pense que ce serait les toilettes. C'est sûr et certain. Voilà. Vous avez fêté vos 85 ans, il n'y a pas si longtemps. Donc bon anniversaire en retard. Hein, voilà. Vous avez réalisé une 50aine de films. Voilà, vous êtes plus vieux que cette radio qui a 61 ans. Donc Psartec Radio J. Claude Lelouch, est-ce que en 62 ans de carrière, est-ce que vous pensez que la retraite est un acteur invisible comme votre caméra dans les films ? Oui. C'est l'acteur qui me fait le plus peur. J'ai pas envie de le filmer, celui-là. Alors, ne le filmez pas, Claude Lelouch. Évidemment, sur une 50aine de films, plusieurs ont été critiqués violemment. On a dit de votre premier film, par exemple, Claude Lelouch, retenez bien ce nom, vous n'en entendrez plus jamais parler. Comme quoi on peut critiquer et dire beaucoup de conneries. Vous avez tourné avec les plus grands et les plus grandes. Vous avez donné un second souffle à Jean-Paul Belmondo lors de Itinéraire d'un enfant gâté, ou Bernard Tapie qui était en faillite personnelle lors de Homme-Femme Mode d'emploi. Vous avez tourné avec des acteurs, actrices peu connus. En somme, vous aidez les artistes en galère, on peut le dire. Hein. Donc si jamais vous avez un rôle pour moi, dans votre prochain film, je suis là, voilà, avec plaisir. Même un mec qui tient une porte, qui l'ouvre, qui la referme, il n'y a pas de souci. Et pour mon cachet, je suis pas cher du tout. Moi, c'est un comprimé. À ce titre-là, vraiment, je vous jure. Donc, il n'y a pas de souci. Claude Lelouch, grâce à vous, les Juifs ont en plus d'Israël une nouvelle terre promise qui s'appelle Deauville. Voilà. Ils se sont dit, un Juif qui tourne ici, il y a la mer en face. Il y a la mer en face d'un casino, c'est le paradis, la mer, l'argent et une place Claude Lelouch, parce qu'il faut savoir qu'il y a une place à votre nom, de votre vivant, un peu comme Victor Hugo avec l'avenue Victor Hugo à Paris, de son vivant, il l'a connu. Donc, vous avez une place. Les Américains, eux, ils font des étoiles sur Hollywood Boulevard. Vous avez une place, une énorme place. Et ce qui est bizarre, c'est que à Deauville, festival du cinéma américain, donc j'ai l'impression que c'est vous qui avez ramené l'Amérique ici. C'est pas vous qui êtes allé là-bas. Ouais, exactement, et surtout concéder, donner votre âme à l'Amérique, que j'embrasse très fort. Bonjour l'Amérique. Parce que je ne crois pas que... Alors, en fait, je dis ça parce que si on m'avait dit... Enfin, si je vais dans les années 60 et que je dis à un Américain qu'un jour, il y a un festival américain qui allait arriver dans le Calvados, l'Américain m'aurait dit, c'est quoi le Calvados ? Tout simplement, voilà. Ça, c'est ma vanne, ma préférée de la semaine, hein, je vous le dis. Hein. Quand je vais bien, ma pharmacie à moi, c'est la pizza 3 fois par jour. Voilà, apparemment votre pharmacie à vous, c'est Deauville. Quand vous allez pas très bien, une petite route jusqu'à Deauville. Moi, ma pharmacie, voilà, comme je vous ai dit, c'est les pizzas. C'est pas remboursé malheureusement et je peux vous dire que ça me fait de la peine. Bon, après, on est là pour vous parler évidemment du coup de fourchette, hein, Claude Lelouch. Vous faites toujours des omelettes avec des œufs au plat dessus ? Oui. Ouais, bah écoutez, hein. Faites attention parce que si ça continue... Ça, c'est bien renseigné. Ouais, exactement. Si ça continue, votre prochain film, ce sera Un homme et le cholestérol. Et vu ce que je mange, je veux bien jouer le cholestérol. Donc vraiment... Tout ça pour vous dire, Claude Lelouch, que j'aime votre travail, surtout lorsqu'avec une si longue carrière que la vôtre, vous utilisez l'iPhone pour filmer. Oui. Donc ça, je trouve ça très fort. Donc vraiment, bravo. Je finirai par dire que votre rencontre avec le cinéma s'est fait dans les salles obscures, comme disait Jérôme. Vous avez suivi votre âme d'enfant tout le long de votre carrière pour nous sortir vos chefs-d'œuvre. Et si je devais résumer votre carrière, je dirais que c'est un enfant qui nous a gâtés.
Merci. L'itinéraire d'un enfant qui nous a gâtés précisément. Bravo Jordi. Merci beaucoup et merci d'avoir conclu ma chronique, Cyrielle. Merci beaucoup, merci Jordi. Je rappelle que pour les amateurs de votre humour, eh bien, on peut vous retrouver dans des comédie clubs parisiens. Pour le savoir, on vous donne rendez-vous tous sur votre compte Instagram, Jordi Stand Up. Et puis en attendant, on vous retrouve bien sûr en podcast sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. 16h05 sur l'antenne de Radio J. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et si vous êtes avec nous depuis le début, eh bien merci pour votre fidélité. On s'est quitté avec Claude Lelouch il y a quelques minutes et on passe un délicieux moment. Merci beaucoup Claude d'être avec nous. Tout de suite, on va passer, si vous le voulez bien, à la séquence tac au tac de cette émission. 10 questions et 10 réponses courtes en 2-3 mots si on peut. On y va ? Allons-y. Allez, c'est parti. La recette de l'amour, Claude Lelouch, c'est ? L'aventure, pas trop savoir de choses, les surprises. Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment ? Mes enfants, mes petits-enfants, voilà. L'avenir. Oui. Si vous pouviez changer de peau, vous seriez qui ou quoi ? Ben écoutez, j'aimerais bien, dans une autre vie, retrouver Claude Lelouch. Parce que j'ai pas tout dit avec lui, j'ai pas fini de m'engueuler, de me disputer, de m'aimer avec lui, quoi. Est-ce que vous changeriez des choses ou vous ne changeriez rien ? Sur le passé, je change rien. C'est sur l'avenir, je fais ce que je veux, oui. Vous modifierez peut-être des choses, mais on ne connaît pas encore l'avenir, Claude Lelouch. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire ? Que je suis curieux. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou, incroyable pour quelqu'un ? J'ai traversé Paris à 200 à l'heure avec ma voiture parce que j'étais en retard à un rendez-vous. Et quand on aime quelqu'un, il faut arriver à l'heure. La plus belle qualité humaine pour vous, Claude Lelouch ? Je pense que c'est la générosité. Vos 3 grands plaisirs du moment ? Le cinéma et le cinéma. Votre surnom ? Coco. Coco, c'est vrai ? Oui, mes enfants, mes petits-enfants, mes parents m'appelaient Coco. Ok, c'est mignon. Votre philosophie de vie ? Le pire n'est jamais décevant. Votre prochain rêve à accomplir ? Eh bien, mon 51e film, La folie des sentiments. Et le 52e, puisque c'est une trilogie, oui, alors qui sera tournée en même temps. Qui sera le dernier s'appellera Finalement, puisque ça sera le dernier. Le dernier mot que vous aimeriez prononcer, Claude Lelouch ? Ou la dernière phrase même. Prochainement sur cet écran. Allez, prochainement dans cette émission, on poursuit avec nos auditeurs qui vous interrogent sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Et tout de suite, Claude Lelouch, pas forcément des auditeurs, mais des personnes que nous avons reçues et qui ont tenu à vous témoigner un petit mot. D'abord lui dire que je l'aime, parce que c'est plus que de l'amitié. Et il le sait, mais je me lasse pas de lui dire. Et puis surtout, on a une complicité maintenant de vieux gangsters, vous savez, comme dans les films, les mecs qui se retrouvent pour un dernier braquage. Je me suis confié à lui, il m'a écouté, il s'est confié à moi. Ce sont les fondements de l'amitié, vous voyez. Quand on fait des confidences à quelqu'un, quand on a confiance et quand on peut se permettre d'être familier. Vous savez, lui dire que je l'aime, ce sera une fois de plus, mais bon, je le lui dis si vous lui transmettez, et puis je le verrai très probablement bientôt pour fêter ses 85 ans. Voilà, c'était pour les gens qui nous entendent, Didier Barbelivien et la voix bien évidemment de Gérard Darmon. Des gens que vous aimez, que vous côtoyez, je crois quasiment tous les jours, en tout cas pour Didier Barbelivien. Oui, ben, vous savez, d'abord je ne filme bien que les choses que j'aime. J'ai envie de les faire aimer à la terre entière. Voilà, dès que je découvre quelque chose, un film, quelqu'un, enfin voilà, donc j'ai envie que les gens profitent des choses qui me font du bien. Voilà, je me dis, si ça me fait du bien à moi, ça va faire du bien aux autres. Ça fait effet boomerang. Vous avez annoncé avoir eu la même femme que Didier Barbelivien. C'est une question que j'ai reçue et je me suis dit que c'était marrant. Dont vous êtes proche, de qui s'agit-il ? Eh bien, elle s'appelle toujours Christine Cochet. C'est la maman de mon premier fils. Voilà. Et puis, on a divorcé. Et puis, Didier a eu la bonne idée de la prendre dans ses bras. Il l'a épousée à son tour et il m'a même demandé d'être témoin. Vous voyez, donc on est quand même des bons amis. Oui, enfin un peu plus que ça, même un peu tordus, quoi. Comme des frères. Je crois savoir que vous vous rejoignez assez souvent à une terrasse de café.
Oui. Et vous voyez les gens passer, vous parlez. Oui, on adore papoter parce qu'on refait le monde tranquillement, comme ça, et puis sans emmerde personne. Voilà. Et puis nous, ça nous permet de parler de très haut, de penser tout haut, comme ça, en compagnie de quelqu'un. C'est agréable de penser avec quelqu'un. Merci beaucoup, Claude Lelouch. Tout de suite, on va passer au coup de cœur de Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et dans un instant, on découvre un coup de cœur en direct, tout droit venu de Toulouse pour Radio J. Après la sortie de son album Dream the Dream, l'artiste Cassie McQueen fait son grand retour avec un single ensoleillé, Rihanna, aux rythmiques afro-cubaines, un clin d'œil à sa Caraïbe natale et à Rihanna. On écoute et on en parle avec lui sur Radio J. Elle aime se faire follow, donnerait tout pour la puce. Elle fait la belle sur les réseaux, elle essaye en plus tous mes textos. Elle dit qu'elle ne veut pas de love, qu'elle aime trop le goût de l'or. Dans sa vie c'est le fire. Je veux que tu sois ma pin-up, ma bad girl Mariana. En secret je suis ton gangster, gangster. Aïe 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 aïe. Je veux que tu sois ma pin-up, ma bad girl Mariana. En secret je suis ton gangster, gangster. Aïe 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 aïe. Elle veut des lovés, mais pas du love. Elle veut des max, c'est qui j't'a une grosse cova. Elle est dans le game depuis longtemps, elle innove. Dans son LV, elle a des billets couleur mauve. Elle fait des bails pour s'envoler à Dubaï, bye. En première classe, il y aura pas de faille. En story time, elle affiche à my. Je veux que tu sois ma pin-up, ma bad girl Mariana. En secret, je suis ton gangster, gangster. Aïe 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 aïe. Je veux que tu sois ma pin-up, ma bad girl Mariana. En secret, je suis ton gangster, gangster. Aïe 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 aïe. Oh mi amour, tu mets le feu dans ma vie. Tout le monde te connaît par cœur dans la ville. Je veux que tu sois Mariana dans ma favela. Suis-moi, je t'emmènerai en Nirvana. Je veux que tu sois ma pin-up, ma bad girl Mariana. En secret, je suis ton gangster, gangster. Aïe 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 aïe. Je veux que tu sois ma pin-up, ma bad girl Mariana. En secret, je suis ton gangster, gangster. Aïe 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 aïe. Cassie McQueen sur l'antenne de Radio J. Bonjour Cassie. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir. Merci beaucoup d'être avec nous. On est en train de découvrir votre univers et puis on parle en off et on se rend compte à quel point c'est agréable d'être avec vous. Vous nous racontez vos jolies histoires que l'on va découvrir sur Radio J. Mais d'abord, pourquoi cette chanson sur Rihanna ? Parce que elle vient des îles comme moi et j'aime beaucoup Rihanna. Il y a une couleur, un message particulier, je crois aussi dans ce titre, où vous avez dit « Je veux être le Rihanna masculin ». Il y a un peu de ça, hein ? J'aimerais. Vous aimeriez. Alors bien sûr, dans cette émission, on va vous découvrir, mais rien de mieux que ce soit vous qui parliez de vous sur l'antenne de Radio J. Et comme la règle le dit, vous avez 1 minute sur l'antenne pour nous faire découvrir vos aspirations, votre univers, votre parcours. C'est quand vous voulez, c'est parti. Alors, je m'appelle Cassie McQueen, j'ai 36 ans. Je suis né sur l'île de Sainte-Lucie. Et j'ai... en 2017, trouvé ce déclic de chanter dans la rue, dans l'espoir de croiser un producteur sur mon chemin. Et Driss était en train de... Il s'arrête pour m'écouter lors d'un de mes spectacles de rue, pardon. Et il m'invite à Toulouse. Une grande amitié s'est créée entre lui et moi et on a créé un très bel album. Et mon inspiration, on a grandi dans le blues, dans la soul, la funk, dès mon plus jeune âge. Alors j'ai très envie, puisque vous nous avez fait un petit morceau en off, de faire découvrir à nos auditeurs aussi votre style vocal, les personnes que vous aimez. Je crois qu'il y a du Ray Charles, du Otis Redding. Il y a des artistes comme ça qui, de la musique black américaine, qui sont des mentors de la musique afro. Et donc on a très envie de vous écouter sur ce que vous voulez. C'est vous qui nous dites. I was born by the river,
in a little tent. Oh, just like the river I've been running ever since. Bravo, 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 vraiment bravo, c'est très beau. Il faut raconter aussi un petit peu votre histoire, Cassie McQueen, si vous voulez bien la faire découvrir à nos auditeurs. On vous a vu après plusieurs passages TV, notamment sur Touche pas à mon poste, où vous avez cumulé plus de 30 millions de streams sur vos vidéos. Mais votre histoire personnelle, je crois qu'elle se raconte aussi. Oui, puisque après, à l'âge de 2 ans, ma mère rencontre ce couple d'Américains qui se montrent bienveillants envers elle. Elle me confie à ce couple new-yorkais qui ont les moyens et qui va me financer l'opération. Je récupère 70% de ma vue. Et quand tu vois le monde pour la première fois de ta vie, ce beau ciel bleu, la verdure, tout ça, quand ma mère... en fait, ça fait bizarre. C'est merveilleux. Et quand ma mère elle apprend la nouvelle, elle me récupère à Sainte-Lucie. Qui est l'île voisine de la Martinique, l'île anglo-saxon, mais aussi l'île natale, qui est à côté de l'île natale, la Barbade, à côté de la Barbade. Et donc votre opération, elle se passe pas forcément comme prévu, parce que vous reperdez la vue. Je repère la vue à l'âge de 8 ans, suite à quelques successions de maladresses, manque de structure au niveau de la médecine, à Sainte-Lucie, puisque c'est pauvre. Et donc, dans l'évolution de votre vie, la musique prend une place très importante. Vous nous le disiez tout à l'heure à demi-mot, vous chantez à Châtelet-Léal, vous vous faites repérer par un producteur qui s'appelle Driss. Il est producteur de musique et puis finalement, il achète un restaurant et il décide de vendre ce restaurant pour vous produire aujourd'hui. C'est ça, il a eu un coup de cœur pour mon talent et puis il me dit tu mérites mieux de chanter que d'être un chanteur de rue. Donc, ça fait 5 ans qu'il me suit. On a un très bel album et on cherche un éditeur. Et ben voilà, c'est très lancé. Dream the Dream, c'est l'album. On va écouter en exclusivité Sans toi, le futur single. Je donnerai tout pour toi s'il le faut, baby. Sans toi, ma vie, c'est de vide. T'es mon âme sœur. Avec toi, je me sens libre. Libre dans mon cœur. On découvre Sans toi sur l'antenne de Radio J, de vous, Cassie McQueen. L'occasion de dire également que vous avez rencontré des artistes sur votre route. Vous avez fait une tournée importante, Back to Basic en 2000 avec Matt Houston, Willie Denzey, Lam et d'autres au Zénith de Toulouse. Et puis vous avez fait aussi une première partie de Big Ali. C'était au stade Montévrain. Et vous nous disiez tout à l'heure votre amour pour Ray Charles. Racontez-nous toutes ces rencontres. Ça a été des rencontres qui ont marqué ma vie. De belles rencontres. Franchement, c'est Big Ali, très sympa. Qui vient souvent à Paris d'ailleurs, très souvent en France. Très sympa. Willie Denzey, Matt Houston. Oui, j'ai rencontré aussi pendant la fête de la musique pas mal d'artistes comme Amir. Oui. Alors lui, très sensible. Très sensible. Ouais. Vous êtes rencontrés, vous avez discuté ensemble, il a été sensible à votre musique. Et il a été sensible justement... il m'a dit tu vois ce que les autres ne voient pas. C'est très joliment dit. Vous cherchez aujourd'hui un éditeur. Est-ce que vous pouvez expliquer pour nos auditeurs qui ne savent pas forcément ce que c'est, qu'est-ce qu'un éditeur, Cassie McQueen? Driss qui est pas très loin sur l'antenne avec nous. Venez, je vous en prie, venez au micro, c'est l'occasion de vous donner un petit bout de micro également, puisque nous avons la chance de vous avoir et vous avez fait le trajet depuis Toulouse. Bonjour. Pour nous. En fait, un éditeur, c'est une personne en fait, qui reprend les éditions, c'est-à-dire qu'en fait, les éditions, c'est tous les droits sur l'album. En échange, ils nous financent la promotion, les passages télé. C'est un échange de bons procédés, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils nous apportent de l'argent, mais nous, on lui en donne après. Et voilà, et ben oui, évidemment. C'est un travail aussi de production. Parce qu'on a un très bel album, il nous faut juste quelqu'un qui nous aide. Et ben voilà, l'album, on est en train de l'écouter. Et d'ailleurs, je vous invite à aller l'écouter, c'est l'album Dream the Dream. Eh bien, l'album Dream the Dream, figurez-vous qu'on va le faire gagner à nos auditeurs. Les 2 premiers qui nous appellent seront les gagnants des albums que j'ai dans les mains. Vous pouvez nous téléphoner au 01 53 75 26 26, 01 53 75 26 26. Nous avons déjà un exemplaire, Claude Lelouch chez moi.
Oui, et je vais l'écouter tout à fait incessante. Et avec un grand bonheur. Merci 1000 fois, Casey McQueen, je le rappelle, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir été notre coup de cœur sur l'antenne de Radio J, mais aussi d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous pour venir nous voir, parce que je sais que vous êtes aussi un auditeur de l'émission. Ah ben, moi, je suis très heureux d'être là. Voilà, merci de l'invitation et de cette surprise, Claude Lelouch. Voilà. Et merci 1000 fois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et merci pour ce Radio J, Casey McQueen. Impressionné. Merci beaucoup. Et comme toujours, à la fin de cette émission, Claude Lelouch, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Et tout de suite, c'est donc votre portrait vu par la merveilleuse Judith Cohen-Solal. Bonjour Judith. Bonjour Cyrielle, bonjour Claude Lelouch. Bonjour. Eh bien, c'est un sacré défi quand même de faire le portrait de Claude Lelouch, d'autant plus que je dois le faire à partir de tout ce qui s'est dit dans cette émission. Et vous avez dit beaucoup de choses et c'est merveilleux. On a l'impression que vous êtes en capacité d'avoir un certain recul et un regard sur vous, ce qui fait que vous êtes un très bon analyste de vous-même. Donc, vous avez déjà fait un premier portrait. Alors, je vais essayer d'en faire un autre à partir de ce que moi j'ai entendu. Et d'ailleurs, vous le dites, c'est très important. La musique est très importante pour vous. Elle ouvre à l'inconscient, j'ai compris ça. Donc il y a quelque chose en commun puisque la musicalité des mots, pour les psychanalystes aussi, c'est ce qui ouvre à l'inconscient. C'est ce qui permet de voir ce qui n'est pas rationnel, vous le dites, mais qui pourtant a une logique. Et ça, c'est très intéressant. J'ai entendu à travers ce que vous avez dit, ce que je voyais ou ce que j'entendais à travers vos films. Donc on retrouve là dans ce que vous dites. Et en face de moi, je voulais d'abord dire que j'ai un jeune homme de 85 ans. C'est formidable, avec un regard pétillant. Et ça me fait penser à ce petit garçon dont vous parlez. Vous avez dit j'étais très insupportable. Très insupportable, donc on m'a mis dans des salles de cinéma et tout d'un coup j'ai pensé à ce qu'aujourd'hui on critique beaucoup les parents qui, quand les enfants s'agitent dans tous les sens, leur collent un écran devant les yeux et on dit ah c'est pas bien, mais alors là c'est pas un écran, c'est une salle de cinéma tout entière et là ça a donné naissance à toute une carrière, à une vocation, mais pas seulement. J'entends bien que derrière ça, cette salle noire et ces images qui défilent, elles étaient là contre l'absence, contre la séparation, contre la peur, puisque j'ai bien entendu que c'était pendant 2 ans où il y avait la guerre, il fallait fuir avec votre mère, se cacher, et donc elle vous laissait comme ça aux ouvreuses. Donc la salle de cinéma, c'est un espace de confiance dans lequel on peut tout faire et voir la vie qui se passe autour de nous sans en prendre trop les risques qu'il y avait à ce moment-là. Et c'est intéressant puisque finalement vous êtes d'Algérie, mais voilà que vous avez été projeté dans l'histoire des Juifs d'Europe et on le retrouve justement dans vos films et c'est tellement fort quand vous le racontez. Alors j'avais l'impression, en vous écoutant, que quand vous parlez, à chaque phrase, on a l'image d'un film en tête, une réplique, un personnage, une musique. Vous êtes un film. C'est quand même particulier. Votre vie est un film, parce que on a l'impression que vous êtes là et vous disiez tellement de phrases qui pouvaient être les répliques d'un film, tout en répondant à Cyrielle, que vraiment, c'est ce que j'ai ressenti. Et alors, votre vie que vous offrez et que vous partagez avec nous. Je sens qu'il y a beaucoup de générosité chez vous. Votre attaché de presse que j'ai vu là, à côté, m'a dit... c'est un homme de plusieurs vies, puisqu'il caractérise sa générosité. C'est vrai qu'on sent ça, parce que vous êtes là, entièrement là. Et tout d'un coup, tout a l'air possible. Je me suis dit tout à l'heure, pendant que monsieur parlait, le coup de cœur, je me suis dit, il est en train de l'écouter, il l'écoute avec curiosité, mais si ça se trouve, il va le mettre dans un film. En fait, ce serait possible. Parce qu'on le sent de la même manière que quand on voit Bernard Tapie dans un film, on se dit, mais comment il a eu l'idée d'aller le chercher, lui, pour le mettre dans un film? Donc, c'est vraiment cette capacité d'écouter tout le monde, d'entendre des choses que les gens n'entendent pas. Et après, il y a quand même, ça doit pas être si facile que ça de vivre avec vous, hein, parce qu'il faut suivre le rythme, dis donc. Et puis, on a l'impression que c'est un défi. Alors, comment continuer à capter l'attention de Claude Lelouch, comment être à la hauteur de toute cette énergie, de toute cette vie fourmillante, de cette idée qu'il faut vivre, survivre, vivre, et puis être heureux de vivre. Mais ça va pas être facile, hein, quand même. À quel moment il va se lasser, Claude Lelouch, quand on est avec lui? Parce que, vous l'avez dit, et ça, c'est vraiment... ça doit pas être facile, pas être simple, alors que vous avez ce sens de la filiation, de la transmission, très important pour vous de transmettre, on le sent.
Et alors, comment ne pas penser ? J'ai pensé dans un premier temps que tous vos films, ça donnait quand même une forme d'épopée, une odyssée. Alors je me suis dit, est-ce que c'est Ulysse qui nous parle de ses rencontres, de ses amours ? Et après, je me suis dit, non, c'est Jacob. Jacob, d'abord parce que le rêve tellement important pour vous, ce rêve qui est constitutif, qui est une scène de film, le rêve de Jacob, qui va déterminer tellement de choses, et vous parlez beaucoup des rêves dans ce que vous avez dit ici, c'est très important, vous dites que c'est quasiment prophétique, vous dites qu'il faut toute une vie pour rencontrer Dieu, mais on dirait bien que vous l'avez rencontré, que vous lui parlez, et puis il y a cette sensation d'un patriarche, un jeune patriarche, les patriarches n'ont pas d'âge, mais qui nous donne à lire l'histoire, qui donne un sens au fil des événements, vous nous parlez d'amour, de transmission, d'histoire des générations, l'histoire individuelle rencontre toujours la grande histoire, l'actualité. Donc là, vraiment, c'est une forme de destinée à accomplir et dans laquelle nous avons l'impression de faire partie. Et moi, j'ai l'impression que je vous connais et j'ai compris aussi aujourd'hui pourquoi j'ai toujours l'impression, quand il y a un film de Claude Lelouch qui sort, il faut aller le voir, parce que c'est une rencontre, c'est la rencontre de l'année, c'est la rencontre familiale, c'est des retrouvailles. C'est pour ça que je pensais aussi à l'Odyssée. Parce que j'ai envie de dire, c'est toujours un film nouveau. Et à la fois, c'est le même film. Vous avez inventé les clips, mais je pense que vous avez inventé les séries. Mais les grandes séries, au fil des années. Et c'est toujours tellement merveilleux de vous rencontrer. Et j'étais ravie de vous rencontrer pour de vrai, avec ce regard qu'on ne voit pas dans les films, même si on le sent. Puisque malgré le média de la caméra, on pourrait dire que vous n'êtes pas en mesure d'être toujours en direct. Donc il vous faut la caméra entre vous et les autres. Mais j'ai l'impression que vous mettez la caméra plutôt au service de ce regard que vous offrez à tout le monde. Merci. J'ai bien fait de venir aujourd'hui. Eh bien oui. Parce que j'en ai pris plein les moustaches. Merci beaucoup Judith Cohen-Solal, notre Merci. Psychanalyste sur Radio J. Et c'est la fin de cette émission. Déjà, Claude Lelouch, 13 fois merci. C'était 13 fois merci à vous 13 aussi. fois merci. Je rappelle votre ciné-concert symphonique d'un film à l'autre qui revisite vos 50 films. Ce sera le 14 novembre à 20h au Palais des Congrès. Et la sortie de votre coffret anthologie Claude Lelouch, 60 ans de cinéma, à se procurer le 17 novembre prochain. Bien sûr, il faut dire que votre prochain film, la trilogie L'amour c'est mieux que la vie, c'est pour bientôt. Mais j'ai très envie d'avoir l'histoire de votre vie maintenant en scène puisque vous nous l'avez merveilleusement raconté. Merci Claude Lelouch, vraiment. Et merci à toutes les personnes qui vous ont accompagné. Évidemment, c'est un travail commun. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On va dire merci aussi à Wesley Fellouz qui a fait un portrait de vous, rien que pour vous, que vous pouvez garder. Claude Lelouch. Merci à l'artiste Cassie McQueen d'avoir été mon coup de cœur du jour sur Radio J, à la réalisation audio et vidéo Benjamin Arnaud et Clément. Merci à Diane Bismuth pour l'aide à la préparation de cette émission et mes chroniqueurs, bien sûr. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et puis rendez-vous demain dès 15h avec Valérie Damido pour son premier spectacle. Valérie Damido s'expose. Je vous embrasse. À demain. Belle journée à tous sur Radio J. Tell me you're not